Il y a 10 ans, les patrons de la société canadienne Massey Ferguson à Toronto ont fait disparaître notre usine de Marquette. Ce 10 juin 1994, les Massey sont toujours là. Il n'y aura jamais tout dans ce film, on ne peut pas mettre tout. Est-ce qu'un jour, nous, travailleurs, nous, salariés, on était invités à participer à quelque chose, aussi bien à la télévision que chez les journalistes? Mais ça nous change de ce qu'on voit à la télévision. Ça ne peut pas être un documentaire, ça ne peut être qu'un film de création, ça ne peut être que le regard de Marcel Alioune sur ces hommes et ces femmes qui ont travaillé dans cette entreprise. Il y aura ce travail avec les Massey qui sera filmé, mais je crois aussi que le film va se continuer avec chaque spectateur. Entre les mains de celui qui regarde. On ne peut pas, on ne saurait voir un film sur les Massey comme on voit un quelconque reportage à la télévision sur un quelconque sujet. Cet autocar vide, Oui. c'est une image très impressionnante. Parce que, bon, peut-être que le commentaire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une ébauche. Et ça reflète aussi qu'il y avait énormément de gens du Pas-de-Calais qui étaient transportés par ces sociétés de transport. Donc, automatiquement, cette usine Massey Ferguson faisait vivre aussi énormément de gens à côté, de sociétés de transport, ainsi de suite. Et en plus, le fait, moi, je n'ai pas travaillé chez Massey Ferguson, mais j'ai fréquenté, et je fréquente toujours beaucoup de gens qui ont travaillé. Et cette histoire de transport, le matin, pour l'équipe du matin, de prendre le bus, je ne sais pas si c'était à 4h ou 5h du matin, ce bus et être transporté avec ce parcours de ramassage, ça aussi, ça a une importance. Et c'est aussi une relation, comme il a été dit tout à l'heure, par Jean Fatou lors du film, de dire, au départ, nous dans ce bus, on n'était que 2 syndiqués, après on a été autant. Là aussi, ça reflète la mentalité et aussi les relations, sans parler des difficultés aussi, parce que c'était 1 heure ou 2 heures de transport à accumuler au matin et au soir à la journée de travail. Et cette image est très importante, à mon avis, sur le fait du transport, parce qu'après, évidemment, le plus important, c'est les luttes, ainsi de suite. Mais ça aussi, cette image a une étincelle impressionnante. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais il y a quand même quelque chose à ajouter, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas baissé les bras. Là, la preuve, c'est qu'on est encore là aujourd'hui et qu'on continue à lutter, quoi. C'est ça le problème. Et nous, de continuer à lutter, quoi. C'est ça le problème. C'est jamais basé sur la nostalgie. Jamais. Même qu'avec tous les souvenirs, les photos, les... Oui. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Hein. Et je trouve ça très bien. Excellent. Et c'est ça, c'est une très bonne... C'est très fidèle à la mémoire des Massey. De voir la masse des Massey en action. Moi, je n'ai pas vécu, étant à Paris à ce moment-là, la fermeture de l'usine. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'on tombe dans le nostalgique parce qu'on est encore là aujourd'hui. Et qu'on pourrait montrer la souffrance de notre usine qui est morte, mais que ça ne peut pas atteindre. Et la preuve, c'est qu'on a vécu 10 ans et qu'on est là et qu'on lutte et que pour la retraite, on est à Paris. Ouais, égoïstement, je voudrais parler des Massey, moi. Et moi, ce qui me fait intervenir, c'est les larmes dans les yeux de Maurice Pontuel. Et d'Auguste Parent, si je vois que tu as des larmes dans les yeux, Maurice plutôt, je me trompe, Maurice, Auguste, c'est tellement lié. Moi, je suis Grévin Massey à Beauvais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et moi, ce que je suis heureux, c'est dans le film de Marcel, le film qu'il a fait clandestinement à Beauvais. Parce qu'il faut savoir qu'il l'a fait clandestinement, en notre compagnie. C'est le mariage heureux qu'il y a des images entre ce qui s'est passé chez nos copains de Marquette
Et ce qui se passe à Beauvais, la modernité de l'usine qu'on peut voir, des flashs très courts. Et c'est ça, c'est super. Et l'avenir, on est toujours là aussi, parce qu'on a intérêt. Si j'écoute, on est les anciens combattants, mais on n'est pas les anciens combattants, on est toujours là. Massey Ferguson, les salariés de Massey Ferguson existent encore en France, heureusement, pour eux. Et puis, on participe à l'action, à la lutte qui est menée et qui a été menée par nos anciens. Et moi, je dis que le film, c'est vrai qu'il manque, je suis d'accord avec André Dumoulin, quand elle dit il manque un plan d'ensemble des luttes qui ont été menées conjointement entre les Massey de Beauvais et les Massey de Marquette. Ça manque peut-être dans le film. Mais c'est bien, Marcel, c'est bien, si tu veux. Ce qui me plaît, c'est je vais dire un mot, je ne sais pas, ça va peut-être te choquer en tant qu'Inéas, c'est la modernité du film. Je sens que le film est moderne, moi. Voilà ce que je voulais dire, pour apporter un peu de contribution sans être filmé dans le film. Les Massey ont continué la lutte puisque c'était en 1987, la marche sur Paris. Mais suite à la fermeture de l'entreprise, on a dû se réorganiser. On était très costaud syndicalement. On a dû se réorganiser par rapport à des situations. On était à 300 personnes avec, disons, des pré-retraites, etc., qui nous avantageaient, quoi, mais sans plus. Hein, il fallait se battre pour avoir ces choses-là. Et il y avait des personnes qui, elles, étaient au chômage. On a reconduit, enfin bref, je n'ai pas trop insisté sur le plan social, mais nous, on s'est battu sur un plan social, moi je dis, qui était mirobolant, comme pouvait dire Delbert, enfin, sans politique. À cette période-là, mais mirobolant, on était quand même dehors, on pouvait sauver l'entreprise. Bien, mais à travers ça, effectivement, il y a eu des camarades qui ont manifesté sur le pavé, parce que moi, lorsqu'on me parle maintenant des AC, enfin, etc., je ne fais pas de politique, dit trop par rapport aux gens qui se défendent. Mais ces gens-là ont manifesté à Paris, ils ont été de Lille à Paris à pied, comme en 1936 ou 37. Hein. Bien, mais c'est vrai que je comprends que tu ne peux pas prendre toutes ces choses-là, ou sinon c'est un film de 6 heures. Hein. À travers ce mouvement de masse, à travers ces hommes, ces meneurs, il y avait une organisation, mais il y avait des gens. Et peut-être par rapport à ce qu'on connaît en général, dans le milieu du travail où on est des exécutants, etc., cette organisation, elle n'avait pas pour but d'entraîner des moutons, elle faisait que chez Massey, tout se discutait, les gens, par rapport à leur encadrement, par rapport à leur direction, par rapport aux syndicats. Ils n'étaient pas seulement des subissants, c'était des acteurs. On les transformait, quand on entrait chez Massey, on devenait intervenant de quelque chose, de tout, et de la production, et de ce qui se faisait, et du syndicat. Et c'est ça qui est difficile pour les anciens chez Massey, de retrouver du travail par ailleurs et de revenir que des exécutants qui n'ont pas le droit de penser, qui n'ont pas le droit de dire dans la plupart des cas, alors que chez Massey, eh bien, il y avait des débats, mais alors sur tous les sujets, que ce soit politique, etc., que ce soit sur les mesures de la direction, le pauvre agent de maîtrise qui devait imposer un truc, il savait que ça allait devoir se débattre. Le syndicat, quand il proposait quelque chose, le militant, il savait qu'il avait à s'expliquer, à se justifier. Ce que je veux simplement peut-être faire souligner, c'est qu'on faisait des hommes debout, quoi, que cette organisation de masse, elle ne faisait pas des moutons, elle faisait des acteurs, des gens. Et ça, c'est important. Et bon, on le voit, on le sent à travers, mais c'est difficile, je ne suis pas cinéaste, hein, mais je pense que c'était ça l'essentiel. Les gens chez Massey, c'était des gens, des créateurs, tout bêtement. Ils vivaient leur vie et ils intervenaient dans leur vie. C'est qu'il y avait aussi une souffrance au niveau familial. Et cette discussion, elle devait être aussi engagée au niveau du ménage, c'est-à-dire le militant était obligé aussi était confronté à sa femme, et il devait discuter avec sa femme avant de discuter avec le patron. J'ai très peu travaillé chez Massey, mais j'ai travaillé chez Massey. J'ai travaillé longtemps en métallurgie, mais au contact des Massey, ça a toujours été dans les luttes, quand même, c'est gay. Il y a aussi les Saint-Éloi et tout. Et je crois qu'il manque un peu de tristesse, parce que dans les luttes, il y a aussi, il manque les femmes et tout. Mais il faudrait quand même un aspect un petit peu de... Il manque un peu de gaieté. Oui, c'est ce que je voulais relater.
Parce qu'il y a toujours de la gaieté quand on est au contact des gens de Massé, dans les luttes, dans les Saint-Éloi. Il y a pas... C'est triste, une usine qui s'éteint, c'est toujours triste. Non, mais il y a aussi les luttes avec les aspects un petit peu plus, quand même, plus gais que... Mais il y a une chose que je voudrais que vous reveniez, c'est les luttes qui ont été faites pour que cette usine, elle travaillait. Aussi bien contre un gouvernement socialiste que contre les patrons. Et les copains, ils se sont dévoués au cœur et âme pour aller sur les pavés pour que cette usine travaillait. Et ça, il faut aller le monter, monsieur. C'est tout mon commentaire que j'ai fait. Cette usine, elle se meurt, mais pour qu'elle reste vivante, il faut monter ceux qui ont essayé de le faire travailler. Mais pour moi, Massé, c'était mon avenir. Les Massé ont joué un rôle considérable dans le mouvement syndical départemental, pour ne parler que de ça, mais même national, puisqu'aujourd'hui, ils ont un de leurs anciens camarades qui est un secrétaire de la CGT, ce qui n'est pas rien, hein, Maurice Lamotte. Et inversement, d'ailleurs, les Massé n'auraient pas été ce qu'ils ont été s'il n'y avait pas eu autour d'eux le mouvement syndical dans ses caractéristiques françaises, sa pluralité, etc. etc. Moi, je dis qu'une chose, c'est que, au point de vue de Massé Ferguson, on s'est dit au départ, bon, est-ce que c'est un exemple que nous on a donné, que nous on a fait, hein, brûler des pneus, enfin, tout, je ne vais pas revenir là-dessus, je n'ai pas la peine. Mais les autres entreprises, est-ce qu'eux, ils ont compris ça? Est-ce que eux, parce que je vois, il y a des grandes entreprises encore qui existent quand même, il y a quand même encore la Française Mécanique et compagnie, et ils font des grèves, si on veut. Hein. Alors moi je me demande si nous ce qu'on a fait chez Massé, c'est vraiment utile par rapport à eux. Est-ce qu'eux, ils vont prendre l'exemple sur nous? Je l'ai pas vécu, mais je l'ai imaginé par rapport à ce que j'ai vu. Donc moi, je pense que c'est très positif. C'est pas... En tant que syndicaliste CGT, Massé Ferguson, ça fait 10 ans que j'ai été licencié, hein, comme tous les camarades, et j'ai toujours pas retrouvé de travail. Hein. Et je fais des stages, les patatis, les stages bidons et compagnie, hein, on va pas parler de ça. Il ne devrait plus avoir de fermeture d'usine. Du boulot pour tout le monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on a lutté pour ça. Il faudrait qu'on l'obtienne de nouveau. C'est tout. C'est le dernier commentaire que je fais. Et c'est un rêve que je fais encore. Donc moi, 73 ans, ça va être dur à lever. Hein. Allez, copains. On pourrait retracer des images du 18 juin. C'était une journée mémorable où elle s'est faite là-bas de Marquette à Saint-André, avec la musique en tête et puis les banderoles et le monde qu'il y avait, peut-être pour finir ce film, je ne sais pas, hein, c'est pas moi qui le fais, mais tout au moins qu'on en retrouve une petite trace. Nous avons l'objectif parce qu'il y a des... Donc ça serait quand même mieux que le chemin de l'humanité, il tombe dans la rue de la saga des Massé. Et ce que nous proposons, c'est que vous partez ce soir ici avec une pétition, de façon à faire le maximum de signatures, qu'on irait déposer en mairie et demander au maire Marécaume, voilà, nous on veut changer le nom de la rue avenue industrielle et que cette rue s'appelle la rue de la saga des Massé. Je ne sais pas comment ils vont faire politiquement, mais enfin, il y a deux solutions. Il y a deux solutions, ils disent oui, et on tire le ruban avec le maire de Marquette. Nous-mêmes, la saga des Massé, on fera l'inauguration nous-mêmes, ça c'est pas un problème, mais je crois qu'il ne faut pas louper cette opération. Alors de là, on se dirige donc vers l'usine. Enfin, on est au point de départ, comme je l'ai dit ce matin, on est au point de départ de la mise en route d'un grand mois de juin 1994 où, si chacun y met du sien, devrait être une grande réussite. Ceci étant dit, c'est la rue de la Saga, donc c'est normal que ce soit une belle rue. Si jamais c'est pas ça, mais pas ça.
lorsqu'on voit des camarades jeunes qui sont encore au chômage, bon, ben, c'est ça, mais c'est tout simplement la vie, quoi. Et la vie des travailleurs, la vie des salariés. Alors, bien sûr, c'est la lutte, c'est les choses qui doivent continuer. Et effectivement, nous allons continuer à présenter des films, etc. Et tout simplement pour que la mémoire des salariés, des travailleurs, la mémoire ouvrière, tout simplement, ne s'oublie pas. Massé qui est fermé, qui est reconstitué, on l'a vu, avec pas mal d'entreprises, mais aussi des entreprises de transport ou des entreprises telles que Daxon, genre entreprises de Redoute, etc. Où est-ce qu'ils amènent des matériels pour la vente par correspondance. En face, il y a la Starval qui, eux, avant fabriqué, faisait un peu de fabrication. On amenait des tubes de Valourec, l'usine Valourec du côté de Valenciennes. Et là, ils filettaient les tubes, ils les coupaient, et il y avait quand même une certaine industrie autour de ça. On transformait quand même un peu la matière. Maintenant, ils reçoivent tout de Paris, et tout est préparé. Ils revendent uniquement, c'est uniquement du négoce. Et effectivement, ce sont des coûts aussi financiers parce que les entreprises, elles, font des pertes. Et eux, cette entreprise de négoce fait des gros bénéfices. Alors voilà les choses. Un peu au-dessus de Massé, il y avait la chicorée Listarky qui est fermée aussi. Alors là, c'était l'alimentation. Tu avais aussi les biscottes Prior, tu vois, qui là aussi l'alimentation. Et aussi une entreprise de pétrole qui est fermée aussi. Alors voilà, dans cette avenue industrielle, il n'y a plus grand-chose. Et effectivement, lorsqu'on voit dans ce café où est-ce qu'on est, bon, ben, les salariés, il n'y en a plus beaucoup. Une usine ferme, mais tout autour, il y a des répercussions tout autour. Voilà. Elle est partie ailleurs, hein. Donc elle est à l'abandon maintenant. Tu vois la hauteur. Et ici, toute cette entreprise est partie ailleurs. Hein. Donc elle est à l'abandon maintenant. Hein. Ouais, tu vois, toutes ces petites maisons, c'était les maisons qui existaient depuis bien avant-guerre et où habitaient tous les... Et qui, ces petites maisons longeaient le chemin de l'humanité. Mais ce chemin, c'était un chemin en terre. Et l'hiver, on pataugeait dans la neige, la boue, etc. Maintenant, bon, on peut dire presque que c'est une avenue et c'est un peu véridique, quoi. Et derrière, ce sont les ateliers où l'on montait les moissonneuses-batteuses. Alors, bien sûr, ils vont en profondeur, hein, automatiquement en profondeur. Là. Mais ça part du chemin de la rue de la Saga des Massés, jusqu'ici, un peu au-dessus, la rue d'Ypres, tu vois. Et tout le derrière, jusqu'à la fin de la rue, là, c'est là qu'ils ont proposé les moissonneuses qu'ils étaient. Ouais, alors tu vois ce pont là, il est en construction, et ça c'est la limite de l'usine. Hein. La limite de l'usine. Ouais, tu revois bien dans le fond là-bas l'ancienne usine, tu vois, avec ses tours carrées là-bas. Et là, tu vois, c'était la fonderie, là ce qui en reste. Alors ici, tu avais cette rue qui était, à cette période-là, il y a 10 ans, elle était de cet acabit, tu vois, c'est-à-dire... la terre, des pavés, elle n'était pas comme ça, cette rue. Et bien entendu, ici c'était l'entrée de l'usine, alors avec le bistrot, le Saint-Éloi, tu vois, qui est inscrit là-bas. Ah, Saint-Éloi. On va avancer un peu. C'est là automatiquement, lorsqu'il y avait des grèves ou occupations d'usines, c'est là que cette porte était bloquée, quoi. Et la deuxième entrée, on la voit là-bas, la deuxième usine, en face de nous. Là. La petite maison, c'était le comité d'entreprise, tu vois.
C'était là où étaient les secrétaires du comité d'entreprise. Ce grand bâtiment, au premier étage, c'était le bureau directorial. Ça, c'était le premier bâtiment de direction. Hein. Le chef du personnel, il n'était pas social. Lui. On avait... Attends, oui, là c'était le tunnel qui était là. Pour rejoindre les deux usines. Le grand bâtiment, là c'est ce qu'on appelait les presses allemandes. C'était les grandes presses qui faisaient les capots de tracteurs, enfin tu vois, les pièces qui faisaient. Et un peu automatisé. Hein. Les presses étaient l'une derrière l'autre et ils faisaient ça en série, tu vois. Ils commençaient avec une simple tôle, le capot de tracteur. Et à la fin du bâtiment, le capot était terminé complètement, découpé, formé, poinçonné, etc. Le bureau d'études avec tous les techniciens, il y avait les dessinateurs, les techniciens, etc., etc. quoi. Disons que c'était tout la matière grise de l'entreprise, tu vois. Les massés sont toujours là, toujours présents. Les massés sont toujours là. Bah, comme dirait les deux autres, les massés sont toujours là. Eh ben oui, les massés sont toujours là. 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 Et peut-être apprendre aux autres un petit peu comment on a vécu, sur le plan historique. Je voyais plutôt un film qui sert d'expérience, bah, qu'on peut mener des bonnes luttes, des luttes justes, et même si celle-là, elle semble ne pas avoir abouti, puisque bon, l'usine a quand même été fermée, et puis, seulement il y en a d'autres qui ont réfléchi après pour savoir comment il fallait fermer une boutique. Du temps où vos maris travaillaient chez les Massé. Vous allez commencer le matin et finir le soir, et essayez de vous souvenir d'une journée, mais avec des détails très précis. Hein. Qui commence ? Rachel. Ah oui, avec des détails très précis. Mon Dieu, ça va aller vite parce que... Bon, premièrement, j'avais un mari qui rentrait pas dîner, donc il n'y avait pas de problème. C'était le souper du soir, voilà. Alors, je me levais le matin à 6 heures. Ah, ça dépend, oui. Bah oui, une journée ordinaire, on se levait à 6 heures parce que mon mari, du fait qu'il n'y a pas de voiture, devait prendre l'autobus. Et puis, on essayait de faire un petit peu de ménage avant, mais comme j'avais un avantage, c'est que le midi, il rentrait pas. Moi, je rentrais, le midi, je faisais mes courses. Se rencontrer les 14 autobus qu'il y avait par jour, qui venaient des mines, qui venaient du Pas-de-Calais, des Flandres, même de Belgique, tu vois. Il y avait des frontaliers qui venaient de Belgique avec un bus, hein, qui faisait la navette le matin, l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi. Hein. Et même une période, l'équipe de nuit aussi. Vous lui faisiez un bisou quand il partait ou ça se faisait pas chez vous? Ça a toujours fait. Même encore maintenant, toujours. On part, on revient, toujours on s'embrasse. Ça, oui. Et vous le regardiez partir par la fenêtre? Oh non, pas toujours. Quelquefois. J'étais plutôt à le guetter au retour que de le voir partir. Parce qu'il était bien souvent plus en retard qu'à l'avance. Sophie, c'est ça? Oui. Alors Sophie, une journée de femme de Massé, ça commençait à quelle heure? Tout dépendait parce que lui faisait les postes. Donc quand il était du matin, lui se levait à 4 heures. Ta camarade à vous? Je suis passé hier et Il travaille pas? Non, mais on a la chance ici d'avoir parmi nous quand même Oui. le dernier secrétaire du CE qui a malheureusement dû faire la fermeture, quoi. Donc moi c'est Patrice Humez. Effectivement j'étais le dernier secrétaire du comité d'entreprise à Massé-Ferguson, dans mon rôle syndical bien sûr, hein, dans le CGT. Et je travaillais dans les ateliers ce qu'on appelle mécanique, hein. J'étais donc rectifieur.
À la deuxième question qui était de dire comment on voit notre parcours à Massey Ferguson et comment on voudrait le voir traité à travers la caméra. La vérité qui est du combat des Massey Ferguson, pas seulement pendant ces 4 dernières années ou les 10 dernières années, c'est depuis la création en fait, de Massey Ferguson à Marquette jusqu'à sa fermeture en 1984. Et ce qui s'est passé encore après, parce qu'il faut savoir que encore dernièrement, il y a encore eu des négociations sur les départs, notamment en pré-retraite. C'est-à-dire qu'on a quand même une lutte importante hein, qu'il faut faire connaître, je pense. Il faut faire connaître parce que encore actuellement, quand on discute avec des personnes qui sont extérieures de Massey Ferguson, qui ont vu ça d'un œil différent, les Massey Ferguson, c'est un peu ce serait encore pour eux le syndicat qui a fait fermer la boutique. Alors même si ça se dit de moins en moins, je pense qu'il y a encore une grosse action à faire de ce côté-là et je dirais continuer à donner les renseignements. Et je pense que ça doit être la lutte qu'on a menée, je pense que depuis le départ, je pense qu'elle doit effectivement rester dans la tête de ceux qui ont travaillé, mais de ceux qui autour de nous ont soutenus ou nous ont rejetés aussi. Là, on pourra revenir tout à l'heure de ceux qui nous ont aidés et ceux qui nous ont laissé tomber ou qui ont signé des accords contre nous, donc pour la fermeture de l'entreprise. Et puis heureusement que la lutte a permis d'obtenir des choses sur le plan social, parce que ça se retrouvait sur une misère noire avec l'utilisation artificielle du chômage total partiel. On a profité de cette loi du chômage total partiel qu'on a détourné pour nous mettre à la CEDIC, avec l'espoir d'arriver à la fin août avec 2400 francs pour vivre par mois, et puis qu'on a laissé s'étioler, se disperser, et tous rentrer dans notre misère avec plus un radis pour mettre un beefsteak dans l'assiette. Stéphane Smolinski, j'étais responsable magasinier. On m'a obligé de ne pas faire grève, soi-disant que j'aurais été sous la liste, que j'aurais pas été licencié. Alors il y avait déjà 600 personnes de licenciés que moi on donnait des faux espoirs et j'ai participé à faire des actions et des grèves sans cesse. Et j'ai continué mes actions jusqu'à la fin de la fermeture de l'usine. J'étais responsable magasinier, c'est tout. Ben moi je m'appelle Jean Mollet, j'ai travaillé pendant 16 ans à Massey Ferguson comme perceur. Et maintenant je suis retraité. Bon, je me présente, moi je suis Francis Guimond, j'étais à l'inspection. Donc je contrôlais des pièces avec le copain là. Et enfin, tant que j'étais chez Massey Ferguson, bon, j'ai travaillé à peu près 17 ans de nuit. Et bon, j'ai pas toujours été à l'inspection. Avant j'étais au tour, j'étais tourneur. Et suite après une maladie, bon, j'ai été à l'inspection. Voilà. Ça s'entend, donc tu as fait partie du plan des plus de 50 ans qu'on a mis en place tout de suite après en 86. Parce que si le plan n'aurait pas été mis, on a eu des coins sombres. Oui. Il y a 4 camarades qui se sont suicidés chez nous, dans mon service à moi. 4 camarades. Suicidés. Ce que je voudrais dire quand même, en direction de la direction. Ce que je voudrais dire quand même en direction de Laurent Fabius, du gouvernement de l'époque, puisque c'était celui-là, et puis en direction de la direction Massey Ferguson, c'est que c'est une usine à broyer les hommes, hein, à broyer les consciences, à broyer les hommes, à faire de nous des lavettes et puis à nous réduire à la machine à pâter. Enfin, ce qu'on peut dire 10 ans après. Je pense que bon, si je prends mon cas, bon, effectivement, j'étais très engagé syndicalement et politiquement à l'époque, j'y suis encore, mais c'est toujours important de le signaler, de le redire. Par exemple, syndicalement, je suis à l'union locale CGT de Liévin et je m'occupe particulièrement des dossiers prud'hommes. Donc je me suis un peu perfectionné, je dirais, sur ce domaine, hein, juridiquement, d'essayer de faire récupérer malheureusement que du pognon, hein, parce que c'est difficile de faire réintégrer des gens dans l'entreprise, mais au moins financièrement de redonner un peu de courage à certains salariés qui se sont fait licencier dans des situations et avec des motifs un peu douteux. Hein. Politiquement, je suis secrétaire de la section du Parti communiste donc sur Arnes, donc beaucoup de responsabilités. Et au niveau du travail, je crois que c'est intéressant de voir un peu ce que sont devenus
les personnes de Massey Ferguson, et je crois que ça fait partie de votre enquête et de votre tournage. Moi j'ai travaillé donc, depuis l'âge de 17 ans à Massey Ferguson. En fait, c'était mon premier travail et en 84, au licenciement, c'était le seul travail que j'avais fait, c'était la seule boutique, comme on dit, dans laquelle j'avais travaillé, c'était Massey Ferguson. J'ai dû donc me remettre en cause. Hein. Donc j'ai fait 2 formations. Donc, celle qui faisait partie du plan social, de toute façon à l'époque, hein, il y avait à peu près 1000 à 1100 personnes à qui on avait proposé une formation. Et donc j'ai fait une formation dans un premier temps en magasinage, qui n'était pas suffisante pour retrouver un travail. Donc j'ai refait une demande d'une deuxième formation qui est acceptée, qui était dans la gestion, ce qui a permis d'avoir un niveau, ce qu'on appelle le niveau bac. Et à partir de là, bon, j'ai eu, après des démarches, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les magasins comme le Roi Merlin, Castorama, en tant que soit chef de réception ou seconde réception, ce qui est déjà une bonne chose. Et j'ai eu l'opportunité, il y a 6 ans, on m'a proposé donc un poste de formateur, ce qui est quand même assez intéressant au niveau de l'animation, au niveau de la gestion de groupe, l'accompagnement des jeunes dans leur recherche de formation et d'emploi, que j'ai accepté d'ailleurs, parce que je pense que ça... Et depuis 6 ans, donc j'œuvre dans ce domaine-là, l'accompagnement un peu des jeunes dans leurs projets professionnels et dans leurs projets de formation. Ce qui est quand même, ce serait intéressant d'analyser aussi tous les gens que vous allez voir à ce niveau-là, parce que moi, malheureusement, j'en ai revu et que depuis 84, ils n'ont jamais rien retrouvé au niveau professionnel. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'ils galèrent au chômage ou à travers des stages. Depuis 10 ans, il y en a qui ont fait que des stages. Des stages qu'on qualifie de bidons, parce qu'effectivement, pas de perspective d'emploi derrière. Moi, j'ai encore beaucoup de camarades qui sont en chômage, qui n'ont pas encore trouvé du travail depuis 84. Bien sûr. Oui, énormément, oui. Quant à le travail, je voudrais rajouter que je me levais à 3h moins le quart au matin pour prendre le bus, pour arriver à l'heure au travail. Qu'en voiture, je mettais 35 minutes pour aller. Et avec le bus, je mettais 2h30. Je trouvais ça, c'était pénible. Il n'y avait pas de sécurité au service des cisailles. Par contre, je voudrais rajouter, parce qu'on avait jusqu'à 12 à 13 blessés par mois, des amputations. On n'assassine pas les hommes qu'avec un couteau, qu'avec une arme à feu. Hein. Alors Louise, vous, une journée de travail, pour vous, ça démarrait à quelle heure? Le matin, à 6h levé. On partait chez Massey en vélo, on habitait au boulevard Montebello à Lille, et on partait en vélo à 2. À midi, c'était la cantine naturellement, et le soir, on revenait toujours en vélo. On a fait beaucoup de vélo, jusqu'au jour où je suis retournée à Los, parce que c'était là que je suis née. Là, on a eu un changement de vie, on a recueilli un orphelin. Mais du départ de chez Massey, j'ai travaillé dans 17 entreprises. J'en ai rien que 5 à Los, à Aubourdin, un peu partout, même à Fives et tout ça. J'ai fait 5 ans dans un journal, au secrétariat. 5 ans au syndicat avant de venir chez Massey. Vous tapez sur place ou ça passe par le certificat? Qu'on ait bien ça en tête. Et puis on vous demande de participer, dans la mesure du possible, au temps de... Hein, voilà. Enfin, c'est classique. Hein. Et ça sera à 9h le matin, l'Assemblée Générale. À 10h15, on passerait le film Marcel, on est tout à toi. Vous avez dit le mot catastrophe? Oui. Oui. À partir du moment où on a quand même liquidé un certain nombre de personnes, il ne faut pas oublier que c'est une usine qui en était 4000. Et on s'est retrouvés tous sur la rue avec 500 qui restent à la fin. Ça fait quand même mal. Il y a des gens qui ont vécu leur vie, moi j'ai vécu ma vie. Un film, moi à mon avis, il fait revivre ou il fait vivre quelque chose, hein, aussi bien par le son que par l'image. Et dans ce film, moi j'y vois, disons comme on parle de la biographie d'une personne, là c'est un peu une biographie, disons, collective.
de tous ces travailleurs qui sont passés, comme je dis, bon, ben, nous on n'a pas connu l'avant-guerre, mais de l'après-guerre jusqu'à sa fermeture de cette entreprise. C'est qu'il s'en est passé des choses. Donc le film, moi à mon avis, c'est ça qui va représenter, qui va rappeler, en étant le plus possible objectif, enfin dans la réalité, quoi. Hein. C'est ça le film. Et un film, c'est vrai que ça présente aux générations futures, bon, ben, même les jeunes de maintenant, ce qui s'est passé dans cette entreprise. Et c'est vrai que lorsque des jeunes maintenant disent oui, mais on chôme, on n'a pas de boulot, etc., on n'a pas d'argent, on va se marier, ce n'est pas possible. Bon, le film va prouver qu'à une certaine période, c'était possible. Parce qu'il y a quand même eu la période de la guerre. Lorsqu'on parle actuellement de la sécurité sociale, des trous, etc., non, mais lorsque la sécurité sociale a été mise en place, il n'y avait plus rien en France, tout était démoli. Donc voilà, le film va présenter ces choses qui ont été possibles. Lorsqu'on parle à un jeune, maintenant on dit, oui, mais on doit aller à 10 km à pied, oh ouais, tu te rends pas compte, moi j'ai pas de voiture, je peux pas y aller. Mais avant on le faisait, donc un film fait voir aussi ces choses-là. Hein, et là on ne peut pas dire que c'est, oui, mais ce sont que des paroles, non, ce sont des images, des sons qui vont bien représenter ce qui était possible avant et possible maintenant. Et je rentre complètement dans disons, les paroles d'Auguste qui dit effectivement, il faut faire voir que la lutte est possible et qu'il faut la continuer. Dans les 8 à 900, je crois, du Pas-de-Calais qui venaient tous les jours, entreprise par autobus, ça veut dire qu'on se payait environ, parce que l'autobus faisait des ramassages partout, dans toutes les villes environnantes, quelquefois 60 à 70 km aller, hein, bien sûr. Et on faisait les 3-8. Et après, tout à la fin, c'était seulement l'équipe de jour. Et je pense qu'il y avait 12 ou 13 autobus par jour à l'époque, tout au moins à l'époque où ça marchait bien, qui faisaient ces navettes tous les jours. Et quelquefois le samedi, quelquefois le dimanche. Parce qu'il y a eu des époques où on a fait 60 heures. Les jeunes, ils vont avoir ce témoignage, mais ils ne vont plus revivre ça. Est-ce que ça risque pas d'entraîner un phénomène de nostalgie par rapport à eux? Quand ils ne vont plus revivre, on revit toujours quelque chose. Hein, parce que on a connu 36. Bon, on a dit, de toute façon, maintenant, on ne va plus revivre ça. On l'a revu, hein, on a revécu en 68. Hein. Et moi, je dis que aussi dans quelques temps, on va revivre des grands événements. Mais ça, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas dire quand. Bon, bien sûr, Massé est terminé, l'usine est terminée. Bon, ben là, on ne revit pas dans une entreprise comme ça, hein, c'est un fait. Mais dans ce travail exténuant, qui ressemblait un petit peu, même si on n'était pas au fond, qui ressemblait un petit peu à la mine du point de vue conditions de travail, il y avait un plus. Quand on regarde les anciens, quand les anciens de la fonderie se réunissent et se retrouvent, qui sont des gros durs, qui étaient des gars qui buvaient sec et sérieusement dès 7 h du matin, quand ils se retrouvent, j'en ai vu, moi, des gros durs avec la larme à l'œil. Quand ils ont été 6 mois ou 1 an sans se voir, alors que c'était les conditions de travail les plus dures, le langage le plus violent, et quelquefois le langage violent entre la maîtrise, le chef d'atelier, qui ne pouvait pas d'ailleurs se comporter. Un chef d'atelier, le chef d'atelier de la fonderie était un meneur d'hommes, qu'il arrivait à sortir les tripes des gens, les exploiter au maximum, mais on ne pratiquait pas à ce moment-là, dans cet atelier, la petite sanction, le petit blâme, etc. Ça se réglait à coup de gueule, ou ça se réglait à coup de réaction, de grève, etc. Donc il y a un plus c'est difficile à apprécier, même en ayant travaillé chez Massey Ferguson, à apprécier sur le contenu. Et je crois que quand il dit effectivement c'était le paradis, parce que c'était le paradis, pourquoi? Parce que le gars pouvait s'exprimer, pouvait réagir, être contre quelque chose. Tandis que j'ai eu l'exemple d'un camarade qui s'appelait Marondien, qui était délégué de la soudure, qui était père de famille, et qui, quand l'usine a été fermée, a été obligé d'accepter un boulot dans une entreprise où il n'y avait pas de délégué derrière du tout, et où le patron était véritablement un garde chiourne, et qui me disait, écoute Auguste, il dit, j'encaisse ça parce que j'ai des enfants, mais c'est incroyable ce que doit encaisser. Il faisait donc une comparaison
par rapport à l'entreprise où il était, où la cohésion des travailleurs permettait à un moment donné de s'exprimer. Et je crois que c'est dans ce terme-là qu'il faut faire apparaître le mot « c'était mieux chez Massé » ou « c'était le paradis ». Mais oui, moi je dis que si on ne lutte pas, on n'a rien. Et malgré tout, la vie c'est une lutte perpétuelle. Ce film peut servir de mémoire et aussi même d'exemple pour les travailleurs qui viennent maintenant sur le marché du travail, ceux qui ne connaissent pas l'activité syndicale, ceux qui se rebutent à faire du syndicalisme, ceux qui sont matraqués par les patrons lorsqu'ils prennent une carte au syndicat. Donc ça aussi, ça peut servir de modèle et voir que dans les années qui ne sont pas aussi si éloignées, il y avait quand même des méthodes d'organisation qui avaient permis d'obtenir des avancées sociales, je ne sais pas à l'intérieur de l'entreprise spécialement, mais c'est vrai que l'intérieur de l'entreprise, c'était cité comme modèle au niveau du département, comme acquis sociaux et aussi comme mouvement des travailleurs reconnus tels quels au niveau de l'ensemble des autres travailleurs du département de la région. Et ce que je voudrais du film, bon, c'est qu'il retrace quand même depuis les débuts des gens qui ont commencé à travailler. Certains ont commencé ici depuis... Je crois que les travailleurs se vivent comme acteurs d'une histoire, de leur histoire. Ils ont lutté dans une dizaine d'années pour défendre leurs droits au travail, pour défendre leur outil de travail. Il y a quelques mois, ils ont organisé, 10 ans après, alors que l'usine avait été fermée, détruite, ravagée, ils ont organisé cette saga des Massé ce mois de juin assez extraordinaire, avec un colloque, une exposition et surtout cette magnifique journée du 18 juin, c'est cela. Oui. Et ils se vivent donc comme acteurs, mais ils sont, comme je crois, toute trace historique, comme toute trace humaine, objet d'un regard, sujet d'un regard, et il est nécessaire que de multiples regards s'entrecroisent et s'enfrontent lorsque on a un objet, excuse-moi pour le terme objet, mais un objet de cette qualité, de cette force. Et autant il est bon qu'il y ait les regards des scientifiques, autant il est judicieux et pertinent que les yeux du cinéaste, l'objectif de la caméra, les regardent aussi. Non point pour les contempler, mais pour surprendre dans chacun de leurs mouvements à la fois le passé et la nouveauté. Cette question, que deviennent les Massais, c'est une question qui, moi, va d'abord interroger. C'est une question, donc, mais c'est une question que je questionne aussi, c'est-à-dire en vous entendant et en vous lisant. D'une part, il me semble que c'est une question très universelle, c'est que deviennent les hommes, mais aussi les femmes, mais aussi les enfants, mais aussi les familles, mais aussi les cultures quand une entreprise ferme. Et vous conviendrez que c'est une question universelle, non seulement pour toute la France, mais pour tout le monde, là où effectivement il se passe aujourd'hui toutes ces fermetures, ces licenciements, ces restructurations. Qu'appelle-t-on les Massais? Les Massais, c'est un peu ce qu'on a dit ce matin Michel Verret, c'est-à-dire des gens qui autogèrent, enfin le terme d'autogestion, hein, d'autogestion collective de leur histoire et de leur mémoire, ou ce que dans un numéro de Médiathèque, Pascal Parent a écrit en disant « ce sont ni des objets, on pourrait ajouter de curiosité ou de recherche pour chercheurs, ni des sujets simplement, mais des acteurs. » Et effectivement, ce sont des acteurs. Quand on me demande où je vais, donc que sont devenus les Massais, je réponds d'où je viens. Et je pense que les Massais viennent de Marquette, puisqu'ils y ont vécu 10 ans, 20 ans, quelquefois moins, quelquefois plus, hein, 30 ans, il y en a ici, mais ils viennent aussi de ces fonds humains, culturels, civilisationnels, anthropologiques, qui les arment, car les hommes sont des êtres de culture. Quand on raconte nos histoires, apparaissent comme des histoires d'anciens combattants. Or, on ne se considère pas comme des anciens combattants, on se considère comme des gens qui continuent le combat sous une autre forme. Et je crois que c'est là que le terme nostalgique, il faut le balayer de notre esprit. Il y a eu un caméraman M6 qui est venu pour nous interviewer, il ne nous a pas interviewé, il n'a pas sorti ses caméras parce que justement,
ils voulaient nous trimballer dans les ateliers, comme on voit certains reportages à la télévision. Ah ben oui, c'est là que j'ai travaillé, avec la larme à l'œil, c'est là que j'avais des bons copains, c'est là ceci, c'est là cela, comme on voit des reportages sur les mimes. En Belgique, ils savent faire des reportages sur ça qui sont excellents du point de vue peut-être des images et de l'émotion, mais qui ne correspondent pas, nous, à notre besoin. On a été licenciés, bon, point, on continue le combat sur d'autres formes, et si notre expérience est popularisée, explicitée, on pense qu'elle pourra peut-être, dans une certaine mesure, servir à la réflexion des jeunes qui devront mener des combats d'une manière tout à fait différente, dans une situation qui n'est pas celle d'après-guerre et qui devient de plus en plus difficile. Quoi. Je crois que le mot nostalgique, il faut le balayer de notre langage, nous anciens. Quoi. Mais ce peuple qui va se trouver confronté aux années de déclin, programmé, on l'a vu, organisé, hein, de l'extérieur, de loin, c'est effectivement un grand traumatisme que ce traumatisme de 1984. Et je retrouvais sous la plume d'un historien de l'économie, François Caron, cette idée dans un livre qui s'appelle « Les lieux de mémoire ». Les entreprises, dans le mouvement de restructuration des années 1970 et 1980, ont subi des pertes de mémoire considérables. Des pertes de mémoire considérables. Les licenciements et mises à la retraite massifs ont interrompu le processus de transmission naturelle de la mémoire, dit-il, de l'entreprise. C'est un problème que je verrai avec vous aussi. Ce n'est pas exactement la même chose que celle de la mémoire des travailleurs. Même l'histoire d'amour la plus belle et la plus extraordinaire, le chagrin d'amour le plus grand. Combien également qu'ils ont sombré, combien de familles se sont disloquées, les femmes qui ont abandonné leur mari. Ça, c'était des drames. Il n'y en a eu plus d'un drame. Quelle différence qu'il y a entre Massé et maintenant. Mais au départ, ils n'arrivaient pas à comprendre puisqu'ils ne vivaient pas avec nous. Enfin, pas dans le travail. Je vais te dire, tu sais, nos femmes, elles ont eu un autre courage aussi de nous soutenir comme ça. Parce que... Actuellement, j'ai confiance qu'on dans une seule génération, c'est les jeunes qui font des études. À peu près à ce qui s'est passé en 68. C'est quand même, moi, j'ai démarré quand même à partir des étudiants, il faut l'admettre, les ouvriers ont suivi. Parce que le monde ouvrier actuellement, il est tellement pris, cadenassé, il est mort. Il est mort. Parce que vous avez toujours un petit noyau qui peut réagir. Et heureusement qu'il y a des gens qui réagissent. Mais c'est eux qui se font tabasser. C'est eux qui se font foutre dehors. Et les jeunes, voyant ça, ne suivent plus parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. C'est ça le problème. Et moi, j'ai confiance dans la jeunesse. Moi, j'ai 82 ans. Alors, je suis un ancien du mouvement syndical de la région lilloise. Et j'ai eu l'occasion de m'occuper en tant que responsable régional chez Massé Ferguson. Chez Massé Ferguson, on n'a pas évité non plus les désaccords qu'il pouvait y avoir à certains moments. Mais il faut dire que à fur et à mesure que le mouvement syndical s'est développé et qu'il y a eu des mouvements de plus en plus durs chez Massé Ferguson, il est évident que l'union s'est réalisée entre les syndicats pour faire face. Il y a des travailleurs de chez Massé qui ont travaillé des dizaines d'années ensemble, qui étaient devenus des amis, qui se connaissaient. Alors, par exemple, dans les ateliers, il y avait de la solidarité pour un mariage, un cadeau ou un copain qui avait des difficultés, on l'aidait. Il y avait cette solidarité qui n'y a plus maintenant. Puis alors, je participais toujours au mouvement qui se faisait à ce moment-là, parce que j'ai été remercié, moi j'ai été remercié en 78 de chez Massé Ferguson. J'ai été un des premiers à faire partie des vagues successives de licenciements. Et on est arrivé, j'ai été licencié en même temps qu'un contremaître de contrôle aussi, qu'on appelait M. Oscar Akelbaum, et qui était aussi, lui, délégué cégétiste. Quand on a passé 25 ans dans une usine, et puis qu'on la quitte, ça fait un manque. Ce qu'il ne faut pas oublier sur les Massé, je crois que la lutte chez les Massé a toujours été très dure, mais il y a été dans une certaine période
au début où j'étais chez Massé, il y a été, dans une certaine période, c'était assez démagogique. Pour la bonne raison, c'est que pour rien, c'était, vous voyez, un arrêt. On faisait arrêter, débrayer l'usine pour... il faisait trop chaud dans un département, par exemple. Il y avait un grand coup de sifflet, tout le monde y sortait, et puis on demandait, on tirait des briques pour aérer le... Et puis allez, c'était reparti. Par contre, quand il y a eu changement de direction dans la section syndicale, ça a été pris par, la direction a été prise par Auguste. On a défendu l'intérêt de l'usine ici, hein, tout en défendant notre salaire, on défendait aussi, on cherchait à ce que l'usine reste chez Massey Ferguson. Donc on était, disons qu'en luttant pour maintenir la fonderie sur le site de Marquette, on était en accord avec le directeur de l'usine à ce moment-là. Quand on rencontre des amis qui ont, encore cette semaine, hein, on a rencontré un collègue qui était en train de jouer au boule alors, et puis qui était en train de... Et puis on a parlé encore, sur quel sujet, encore l'entreprise de Marquette. Le fait de mai 68 a libéré les gens d'une pression. On pouvait, dans cette usine, ne rien faire sans se retrouver avec un blâme, un avertissement, une sanction. Il y avait cette pression énorme sur l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Et mai 68, ça a surtout été la libération des gens à l'intérieur de l'entreprise, comme dit Claude. Après, distribuer les tracts sur le temps, vendre la bio sur le tract, distribuer les cotisations sur le temps, c'était quelque chose de formidable, de nouveau, et qui était impensable avant 68. Un film sur la mémoire des Massé, moi je souhaite qu'il reflète d'une façon vivante et fidèle, tout simplement ce que ça a été la saga des Massé. C'est peut-être pas si c'est dans l'usine, avec les militants ouvriers qui étaient à la fois syndicalistes et politiques, mais dans ma conception d'ailleurs, ça fait qu'un. Une richesse, si elle peut passer dans le film va. Pour vous tous qui les avez faits, c'est évident. Pour moi, pas complètement. Le produit, on n'a pas parlé du produit. J'ai dit, bon, le capital a continué à circuler, sont restés les usines et les hommes. J'ai oublié les produits. Les produits, je voudrais vous dire que la première fois que j'ai entendu parler de Massey Ferguson, ça devait être vers 1938, j'avais 10 ou 12 ans comme ça. Et au village, c'était toujours la batteuse. Et puis un jour est arrivé chez un grand propriétaire, je ne vais pas vous dire quand même, mais une moissonneuse batteuse. Et quand même tout le village y a été, et moi aussi. Parce que c'était fabuleux, rutilant. Et quand on a commencé à la voir marcher, au début je ne savais pas d'ailleurs, mais après, quand on a commencé à la voir marcher, c'était formidable. Je me dis, ça pourrait être intéressant de se balader en vélo, de faire un rallye avec des cinémas, et puis de s'arrêter là où il y a un tracteur ou une moissonneuse batteuse Massey Ferguson, et d'interroger les paysans sur la mémoire et l'idée qu'ils ont de vous. Mais ce qui était le plus à l'avance, c'est quand même les luttes. Et au fond, je trouve que, parce que je ne peux pas, comment voulez-vous que je résume en 10 minutes tout ce qui s'est dit, c'est un foisonnement de questions, et c'est très bien. Au fond, ça serait triste que j'ai les réponses. Non. Et il est bon que personne ne les ait, à la limite. C'est à nous tous de les trouver, et puis il y a beaucoup qui sont dehors d'ici. Mais je me suis demandé à l'avance, qu'est-ce qu'il y avait donc qui était à l'avance? Au-delà des débats sur la manière de faire en 81, 84, etc., moi maintenant je dirais ce qui était à l'avance, c'est ce qu'il y a dans toute cette assemblée aujourd'hui. D'abord que c'est une assemblée d'hommes fiers qui ne se rendent pas. Hein. Vous ne vous êtes pas rendus. Ça ressemble à ce qu'ont fait les résistants, parce que vous savez, c'était des défaites encore pires que les nôtres. Ou les communards, par exemple, ou bien il m'a semblé même les révolutionnaires après 1815 de la Grande Révolution, c'était ça, on ne va pas se rendre d'abord. La deuxième chose, c'est on ne se rend pas, et d'un autre côté, on réfléchit.